Rebonjour, bienvenue dans le labo SPSS 11 qui est particulier aujourd'hui. La particularité réside dans le fait que la capsule vidéo du labo web SPSS 11 repose sur une nouvelle base de données. Autrement dit, une base de données constituée de seulement 198 participants. Donc petit n est égal à 198. Il s'agit en fait de la même base de données avec laquelle nous sommes habitués à travailler, autrement dit la base de données étudiant 1986-2011. La seule différence, c'est que cette base de données repose seulement sur 198 étudiants. Mais les démonstrations de la capsule vidéo reposent sur les mêmes démonstrations du document PDF en lien avec le labo SPSS 11. Par conséquent, si vous voulez suivre les démonstrations stipulées dans le fichier PDF associé au labo SPSS d'aujourd'hui, il faut utiliser la base de données originale, autrement dit la base de données constituée de 2300 quelques cas. Autrement, aujourd'hui, nous allons travailler essentiellement avec la base de données restreinte constituée de 198 cas. En tout cas, la capsule vidéo d'aujourd'hui repose essentiellement sur cette base de données restreinte. Étant entendu qu'on travaille toujours avec une même relation, celle entre la scolarité du père et la scolarité de la mère. Alors on va y aller, on va ouvrir la base de données restreinte avec laquelle nous travaillons aujourd'hui. Donc je vais cliquer et ouvrir la base de données et patienter un petit peu. Alors voilà comment se présente la base de données. Donc comme on le voit, il s'agit de la même base de données avec laquelle nous travaillons jusque-là. Donc la seule différence, c'est que le nombre de cas est de 198 et le nombre de variables 10. Étant entendu qu'on va s'intéresser à une relation très intéressante, celle de la scolarité du père et de la scolarité de la mère. Alors on va essayer ensemble de vérifier ce que les sociologues appellent homogamie. À l'effet qu'effectivement, eh bien, les gens ont tendance à se marier à l'intérieur de leur classe sociale. Alors, si l'hypothèse d'homogamie est vérifiée, on s'attend effectivement à ce que le nombre d'années de scolarité du père des étudiants soit associé au nombre de scolarité de la mère des étudiants. Les deux variables ici sont de nature quantitative. Justement, on va commencer par sortir les statistiques descriptives. Analyse, statistiques descriptives, scolarité père, scolarité maman. Ok. Alors, on voit apparaître les statistiques descriptives de nos deux variables d'intérêt. En l'occurrence, la moyenne tourne autour de 13,39 chez les pères et 12,31 chez les mères. Alors c'est assez clair que la moyenne est plus élevée chez les pères que chez les mamans. En l'occurrence, nous cherchons à prédire le nombre d'années de scolarité de la maman en fonction du nombre d'années de scolarité du père. Parce qu'en l'occurrence, on suppose que ce sont les hommes qui vont aller chercher des femmes. Alors c'est la raison pour laquelle on prend scolarité maman comme étant la variable dépendante et scolarité papa comme étant la variable indépendante. Et donc on cherche à prédire le nombre d'années de scolarité de la maman. Supposons maintenant qu'on s'intéresse à la seule variable scolarité mère et qu'on veuille prédire le nombre de scolarité d'une mère quelconque. À l'absence de toute autre information, nous pouvons prendre effectivement la moyenne comme modèle de prédiction. Par exemple, si on devait prendre une maman quelconque, on pourrait prédire sa scolarité à 12,3 années. Mais vous aurez compris que certainement, il y aura des erreurs de prédiction. Et les erreurs de prédiction sont symbolisées par l'écart-type autour de la moyenne.
Mais nous pouvons réduire nos erreurs de prédiction si nous avons des informations complémentaires sur cette maman quelconque qu'on prendrait pour prédire son score. En l'occurrence, si nous connaissons le nombre d'années de scolarité de son mari, eh bien, on peut réduire nos erreurs de prédiction, mais à condition que le nombre d'années de scolarité du père soit associé au nombre d'années de scolarité de la maman. Donc, posons effectivement que la scolarité de la mère varie en fonction de la scolarité du père. Les deux variables étant quantitatives, une première façon effectivement d'analyser la relation, c'est de sortir le diagramme de dispersion. Graphique, boîte de dialogue, ancienne version, dispersion. Simple, définir. Donc, scolarité mère sous axe Y, scolarité père sous axe X. Eh bien, c'est tout. On va juste cliquer sur OK pour voir apparaître le diagramme de dispersion. Donc, il s'agit effectivement d'un plan à deux dimensions. Donc, sur l'axe horizontal, on a la variable X, scolarité du père, et sur l'axe vertical, Y, on a la scolarité de la maman. On observe que la relation n'est pas faible. Si la relation était faible, les points seraient répartis un peu aléatoirement sur le diagramme. La relation non plus n'est pas très forte, parce que si la relation était très forte, eh bien tous les points se situeraient assez fortement le long d'une diagonale. Donc la relation n'étant ni faible ni forte, eh bien on peut avancer qu'elle est modérée, disons même modérée à forte. Premier élément. Deuxième élément, la direction de la relation. Ici, il semble que la relation soit positive. Autrement dit, plus le nombre d'années de scolarité du père augmente, et bien plus le nombre d'années de scolarité de la mère augmente en conséquence. Le propre d'une relation positive. Troisième élément d'analyse, et non le moindre, la forme de la relation. Alors ici, effectivement, il semble que la relation soit linéaire. En l'occurrence, on peut imaginer une diagonale qui partirait du coin inférieur gauche au coin supérieur droit et qui déclinerait un modèle linéaire. En tout cas, la relation, elle n'est pas curvilinéaire, donc elle est plutôt linéaire. Nous pouvons avoir une meilleure précision de la relation entre scolarité du père et scolarité de la maman en représentant le nuage de points par une droite qu'on appelle droite de régression. Alors on va aller la chercher, cette droite, en cliquant deux fois sur le diagramme de dispersion, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Ensuite, on clique sur cette icône avec une ligne, donc ajouter une courbe d'ajustement au total. Alors on va cliquer là-dessus et fermer, de façon effectivement à obtenir la droite de l'équation de régression. Alors on peut fermer. Voilà comment se présente la droite de régression. Donc c'est la droite qui passe au plus près des points du diagramme de dispersion. Disons que c'est la droite la plus moyenne possible. En fait, ce qui est intéressant avec la droite de régression, c'est qu'elle confirme la relation modérée à forte. Parce que si la relation était faible, eh bien la droite de régression serait horizontale. Si la relation était vraiment très forte, eh bien, la droite serait plus oblique, et donc plus abrupte. Et donc, la droite n'étant ni horizontale, ni parfaitement oblique, eh bien, nous pouvons avancer qu'elle confirme une relation modérée, disons même modérée à forte. La droite confirme aussi la direction positive de la relation et finalement que la relation est plutôt linéaire. Il est possible de mesurer le degré de concentration des points autour de la droite de régression. Alors pour ce faire, eh bien, on utilise la corrélation. Donc la corrélation n'est rien d'autre qu'une mesure du degré de concentration des points autour de la droite de régression. Alors on va y aller, on va cliquer sur Analyse, Corrélation, Bivarié. Alors on en a parlé dans la leçon précédente, c'est qu'effectivement la corrélation est une mesure symétrique d'association.
Et qu'effectivement, l'identification de la VI et de la VD importe peu, même si conceptuellement parlant, il faut le faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va mettre scolarité père ou scolarité de la mère, peu importe l'ordre. Alors, on va cliquer sur OK pour voir apparaître le tableau de corrélation. En l'occurrence, si vous corrélez le nombre d'années de scolarité du père avec le nombre d'années de scolarité du père, eh bien, vous allez obtenir une corrélation de 1. Alors, c'est peut-être pas pertinent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de corréler scolarité père et scolarité maman. Étant entendu que la corrélation étant une mesure symétrique, le logiciel va aussi corréler scolarité maman et scolarité papa. Donc, les valeurs sont les mêmes. Le coefficient de corrélation confirme deux éléments d'analyse. D'abord, la relation elle est positive entre scolarité père et scolarité maman, mais aussi la relation elle est modérée, ou bien même modérée à forte, du moins si on se réfère à la grille d'interprétation de Fox. Alors, la corrélation n'est rien d'autre qu'une covariance standardisée. C'est comme si nous transformons les scores de scolarité père et scolarité mère en score Z et qu'on calcule la covariance sur la base de ces scores. L'idée effectivement est d'obtenir un coefficient qui varie de 0 à 1 lorsque la relation est positive ou de moins 1 à 0 lorsque la relation est négative. Certes, la corrélation nous permet de mesurer le degré de concentration des points autour de la droite de régression, mais on peut approfondir l'analyse de la relation entre scolarité père et scolarité mère en s'intéressant en particulier à l'analyse de régression. Rappelez-vous, au départ, nous voulions prédire le nombre d'années de scolarité d'une maman quelconque. À cet effet, on a introduit le nombre d'années de scolarité du père pour pouvoir réduire nos erreurs de prédiction. Et donc, malgré effectivement qu'on a fini de réduire nos erreurs de prédiction en impliquant un prédicteur, eh bien, nous allons quand même continuer à commettre des erreurs de prédiction. On va s'intéresser au papa qui a comme score 25 ans en termes de scolarité. Le vrai score de la maman qui lui est associée, on va le symboliser YI, tourne autour de 26 ans. Ça, c'est le score réel de la maman. Quel est le score prédit de la maman à l'aide de la droite de régression? Eh bien, on va le symboliser par Y chapeau. Et donc, le score prédit de la maman tourne autour de 19. Alors, c'est assez clair qu'il y a un écart entre le score réel YI et le score prédit à l'aide de la droite de régression. Eh bien, cet écart, c'est ce qu'on appelle résidu, ou si vous voulez, erreur de prédiction. Il y aura autant de résidus que de cas, que de points. En l'occurrence, ici, on a un résidu positif. Et dans ce cas, effectivement, la droite sous-estime le vrai score de la maman. On aurait pu avoir aussi un résidu négatif lorsque le score réel se situe en dessous de la droite de régression. Et bien dans ce cas, la droite de régression surestimerait le vrai score de la maman. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez chaque score réel YI moins le score prédit Y chapeau, vous élevez au carré parce que la somme des écarts va donner 0. Donc c'est pourquoi on élève au carré. Ensuite, vous calculez la somme des résidus ou erreurs de prédiction au carré, vous allez obtenir une valeur moindre. Une valeur moindre que celle que vous aurez pu obtenir si vous aviez une autre droite de régression. Autrement dit, tracez une autre droite de régression. Prenez chaque score réel YI moins Y chapeau I, élevez au carré, calculez la somme des résidus au carré, vous allez obtenir une valeur maximale. Donc cette droite de régression est la droite dont la somme des erreurs de prédiction est la moindre possible. Alors c'est comme si le logiciel allait à la pêche de plusieurs droites et va retenir la droite dont la somme des résidus erreurs de prédiction au carré est la plus petite possible. Et donc elle nous trace cette droite de régression. On voit bien que cette droite comporte au moins deux paramètres. Alors on a l'origine, là où part la droite, qu'on appelle constante, et le degré d'augmentation de la droite de régression,
qu'on appelle pente ou coefficient de régression. En l'occurrence, lorsque le nombre d'années de scolarité du père augmente d'une unité, de combien régresse le nombre d'années de scolarité de la maman? Nous savons que le nombre d'années de scolarité de la maman régresse en augmentant. Mais de combien augmente le nombre d'années de scolarité de la mère? Ce qu'on appelle pente, précisément coefficient de régression. Alors on va y aller, on va procéder à l'analyse de régression linéaire, simple, de façon à approfondir l'analyse de corrélation linéaire. Alors on va y aller, on va cliquer sur analyse, régression et linéaire. Alors la variable dépendante, c'est scolarité mère. La variable indépendante, scolarité père. Alors on peut peut-être sortir quelques statistiques en cliquant sur statistiques. Alors on peut peut-être juste sortir l'intervalle de confiance pour le moment et cliquer sur poursuivre. Ça va être tout. On va cliquer sur OK de façon à générer les résultats de l'analyse de régression linéaire. Alors la première sortie récapitule un peu les informations concernant l'introduction de la variable indépendante, scolarité du père. Le tableau récapitulatif des modèles nous rappelle un peu le R, autrement dit le coefficient de corrélation que nous venons de calculer. Mais la nouvelle information, c'est le R2, autrement dit le R au carré, qui est ici de 0.448. Alors comment interpréter le R2? Le R2 s'interprète au moins de deux façons. Alors, première façon d'interpréter le R2, eh bien, le nombre d'années de scolarité du père explique 45% de la variance du nombre d'années de scolarité de la maman. Ça, c'est la première façon d'expliquer. Alors, la deuxième façon d'expliquer, c'est en termes de proportion de réduction de l'erreur. Eh bien, rappelez-vous qu'au début, nous voulions réduire nos erreurs de prédiction de la scolarité de la maman. Eh bien, justement, nous réduisons de 45% nos erreurs de prédiction de la scolarité de la mère lorsque nous connaissons le score du père. Donc, il y a au moins deux façons d'interpréter le R2. Mais la façon la plus courante, c'est d'interpréter le R2 en termes de variance expliquée. En fait, plus le nombre de prédicteurs introduits dans un modèle est important, plus le R2 a tendance à augmenter. Une façon effectivement de faire face à ces biais, c'est d'ajuster le R2. Par conséquent, le R2 ajusté est surtout utilisé lorsque vous avez beaucoup de prédicteurs. Alors, erreur standard de l'estimation. Alors, tout à l'heure, on a parlé des résidus, autrement dit les écarts entre les scores réels et les scores prédits à l'aide de la droite de régression. Eh bien, la totalité des erreurs de prédiction symbolise un peu la variance des résidus autour de la droite de régression. Si vous calculez l'écart type des résidus, vous obtenez erreur standard de l'estimation. Donc, erreur standard de l'estimation, c'est l'écart type des résidus ou erreur de prédiction. Étant entendu que plus cette valeur est faible, plus le modèle est de bonne qualité. On va s'intéresser au tableau ANOVA. La corrélation, strictement parlant, relève des statistiques descriptives. Donc, elle est calculée sur la base des données d'échantillon. Encore faudrait-il procéder au test de la corrélation. Autrement dit, la corrélation 0.67 est-elle statistiquement significative au niveau de la population étudiée? Pour tester la signification statistique de la corrélation, il faut procéder au test ANOVA. Précisément, est-ce que le coefficient de corrélation est égal à 0 ou différent de 0? Ce qui est intéressant, c'est que sur ce tableau, on peut lire que 2635.28 symbolise la variation totale dans les données. On s'intéresse à la variable y, c'est la variable centrale. Prenez chaque score yi moins la moyenne y bar élevé au carré. Calculez la somme des scores déviation au carré de la variable dépendante. Vous allez trouver 2635.28. Donc c'est la variation totale dans l'échantillon. Cette variation totale dans l'échantillon est due à deux sources de variation. La variation régression, donc qui est un peu l'équivalent de la variation intergroupe dans le cas du test ANOVA,
En l'occurrence, elle symbolise l'écart entre les scores prédits à l'aide de la droite de régression et la moyenne de y. Donc, vous calculez la somme des écarts au carré, vous obtenez la somme des carrés de la régression. Autrement dit, c'est la variation expliquée par la VI, précisément par la droite de régression. Et elle est symbolisée par 1,181.065. Eh bien, autant on a la variation expliquée, autant on a la variation non expliquée, qui est un peu l'équivalent de la variation intragroupe par rapport à l'ANOVA. Donc ici, effectivement, ce sont les résidus ou erreurs de prédiction qu'on vient d'observer à travers le diagramme de dispersion. Autrement dit, prenez chaque score YI moins Y chapeau, c'est-à-dire le score prédit, élevé au carré, calculez la somme des écarts, vous allez obtenir les résidus. Et à chaque source de variation est associée un nombre de degrés de liberté, un peu comme en ANOVA. Dans le cas de l'ANOVA, le nombre de degrés de liberté inter est égal à K-1. K, c'est le nombre de catégories. Par contre, lorsqu'on travaille avec la régression, la VI étant quantitative, eh bien, l'idée de catégorie ne s'applique pas. Dans ce cas, K est égal au nombre de paramètres, autrement dit la constante et la pente. Donc, on a deux paramètres, donc K moins 1, eh bien, ça donne 1. Donc, 1, c'est le nombre de degrés de liberté chaque fois qu'on est en situation bivariée. 2 moins 1, on a 1 comme nombre de degrés de liberté de la régression, ou bien inter, si vous voulez. Par rapport au résidu, ben, le nombre de degrés de liberté, encore une fois, c'est n moins k. Puisqu'on a deux paramètres, eh bien, c'est 175 moins 2. Eh bien, nous obtenons 173. En raison en particulier du nombre de cas manquants. Alors ici, par rapport au nombre de degrés de liberté de la variation totale, eh bien, c'est n moins 1, si vous vous rappelez bien. Alors ici, n étant égal à 175, moins 1, ça donne 174. Eh bien, prenez la variation de régression divisée par le nombre de degrés de liberté, vous avez la variance de la régression. Prenez la somme des carrés des résidus divisé par le nombre de degrés de liberté, vous retrouvez la variance des résidus. Connaissant la variance de régression divisée par la variance des résidus, vous obtenez un ratio F de 141. Alors on le compare avec la valeur critique, on se rendrait compte effectivement que la corrélation est statistiquement significative. On va surtout s'intéresser au tableau certainement le plus intéressant, intitulé coefficient. Alors, comment lire ce tableau? Alors, on va s'intéresser à la première ligne, constante. La constante, c'est la valeur de y lorsque x est nul. En l'occurrence, lorsque le nombre d'années de scolarité du père est égal à 0, bien, le nombre d'années de scolarité de la mère est de 4,7681. Voilà comment interpréter la constante. Qu'en est-il de la pente qui est symbolisée par la valeur 0,56, donc pente ou coefficient de régression? Lorsqu'effectivement le nombre d'années de scolarité du père augmente d'une unité, donc d'un an, eh bien on s'attend effectivement à ce que le nombre d'années de scolarité de la maman augmente de 0,56. Donc on voit que la relation elle est positive entre scolarité père et scolarité maman. En particulier, nous pouvons reconstituer notre équation. Donc, y est égal à a plus b de x. Donc, y chapeau est égal à 4,768 plus 0,561 x. Eh bien, ces coefficients constantes et pentes sont calculés sur la base de données d'échantillons. Eh bien, il faut nous assurer effectivement que ces coefficients sont statistiquement significatifs. Alors, pour ce faire, il faut connaître les erreurs types associées à ces coefficients, ce qu'on appelle ici erreur standard. En l'occurrence, on va se concentrer sur le coefficient le plus important, en l'occurrence la pente. On est tombé sur un échantillon qui nous donne une pente de 0,56. Mais on aurait pu tomber sur un autre échantillon qui nous donne une pente de 0,50. Encore et encore. Si vous calculez l'écart type de toutes les pentes possibles, eh bien vous obtenez cette valeur, autrement dit l'erreur type, qui est ici de 0,047. Prenez le coefficient de régression aux pentes divisé par son erreur type,
vous allez obtenir la statistique du T, autrement dit du T de student. Et donc le T de student permet de tester le coefficient de régression. Et donc on peut comparer le T calculé au T critique qui est de 1.96 au C 0.01 pour un test bilatéral. Donc ici on rejeterait l'hypothèse nulle. En l'occurrence, le test est significatif puisque le petit p est inférieur à 0.05. De même, on aurait pu effectivement utiliser l'intervalle de confiance. Autrement dit, prenez l'erreur type, multipliez par le score Z 1.96, vous obtenez la marge d'erreur. Prenez la marge d'erreur plus ou moins le coefficient de régression, et bien vous obtenez l'intervalle de confiance. En l'occurrence, ici l'intervalle de confiance ne contient pas la valeur 0. Par conséquent, encore une fois, on peut rejeter l'hypothèse nulle et conclure qu'effectivement le coefficient de régression est différent de 0. Le test de signification de la constante présente peu d'intérêt parce qu'en l'occurrence, on peut trouver une relation parfaite avec une constante nulle. Alors, dans ce cas, tester que la constante est nulle, ça a peu d'intérêt. Le coefficient de régression 0.56 est un coefficient non standardisé. Plus l'échelle de mesure des deux variables est grande, plus le coefficient de régression a tendance à être élevé. De telle sorte que le coefficient de régression est très difficile à interpréter en termes d'intensité. Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'on veut comparer l'effet de deux prédicteurs qui ne sont pas mesurés avec la même unité? Eh bien, dans ce cas, on va surtout utiliser ce qu'on appelle les coefficients bêta, donc qui sont des coefficients standardisés. C'est comme si on convertit les scores de la variable x et de la variable y en score z et qu'on roule l'analyse de régression sur la base de ces scores z. Eh bien, le coefficient qu'on obtiendrait serait 0.669. Et surtout intéressant avec ce coefficient, c'est qu'il nous permet effectivement de comparer l'effet de deux prédicteurs sur une variable dépendante. Ce qui est intéressant, c'est qu'en situation bivariée, le coefficient bêta est similaire au coefficient de régression. En l'occurrence, ici, on a 0.669 pour le coefficient bêta. Et bien, également, on a 0.669, ou si vous voulez, 0.67 si on arrondit pour le coefficient de régression. Donc, ça donne exactement la même valeur, mais en situation bivariée. La scolarité de la mère est égale à 4.768 plus 0.56 scolarité du père. Eh bien, tout père dont le nombre d'années de scolarité est de 21 est associé à une mère dont le nombre d'années de scolarité est de 16.5. Donc, on a juste à remplacer x par 21, le nombre d'années de scolarité du papa, donc c'est la variable x, multiplié par 0.56 plus 4.58, le résultat sera 16.5. Et voilà, nous venons de procéder à la prédiction. En l'occurrence, les étudiants dont le père a 21 années de scolarité ont aussi des mamans dont le nombre d'années de scolarité est de 16.5 ans. Alors, ça a du sens sociologiquement parlant. Alors, on a l'impression que les hommes vont aller beaucoup plus loin dans les études supérieures que les femmes. Étant entendu que c'est quand même connu qu'il y a plus de femmes au niveau du bac, par exemple. Pour chacun des cas, SPSS peut nous sortir le score prédit, mais aussi le résidu, autrement dit l'erreur de prédiction. Alors on va y aller en cliquant sur analyse. Donc on va reprendre la procédure, régression linéaire, enregistrer les valeurs prédites ainsi que les résidus. Alors pour les prévisions ou valeurs prédites, on les veut sous forme non standardisée. Les résidus non standardisés et peut-être standardisés en même temps. Autrement dit, on veut signifier à SPSS de nous standardiser les résidus, autrement dit, de les transformer en score Z. On va cliquer sur poursuivre. Et OK. Nous avons ici nos valeurs prédites et les résidus sous forme non standardisée et standardisée. Tout à l'heure, on avait signifié que tout père qui a comme nombre d'années de scolarité 21, eh bien, est associé à une mère qui a 16.5 ans de scolarité. Eh bien, on va vérifier si réellement on a les mêmes résultats. Alors, pour ce faire, je vais agrandir un peu
On va à la recherche de cet homme dont le nombre d'années de scolarité est de 21. On a des femmes. On l'a ici. Donc, on a un homme qui a comme scolarité 21 ans. Et donc, on s'attend effectivement à ce que la scolarité de la maman soit de 16,5. Alors, on vérifie. On l'a ici. Donc, on a 16,55. Bon, si on arrondit, on tombe à 16,6. Donc, on a effectivement le même score prédit. Et donc, nos calculs sont justes. Le résidu et erreur de prédiction est de 4,449. Autrement dit, l'écart entre le score réel et le score prédit doit être de 4,449. Alors, le score réel de la maman, c'est 21, moins le score prédit de la maman, 16,556. Faites la différence, vous devez trouver tout naturellement la valeur 4,449 qui symbolise l'écart entre le score réel de la maman et le score prédit. 1,53, c'est le résidu en termes d'écart type, en termes de score Z, si vous préférez. Donc voilà, effectivement, SPSS nous sort pour chacun des cas le score prédit ainsi que le résidu, qu'il soit standardisé ou non. Et finalement, les scores prédits et les résidus sont présentés sous forme de variables, puisqu'on a un score pour chacun des cas, de telle sorte qu'on peut procéder à des analyses, en particulier des résidus. Justement, ce qui est intéressant avec les résidus, c'est qu'ils peuvent nous permettre de procéder au diagnostic de la régression, autrement dit, vérifier la qualité du modèle. Alors, voilà un peu la liste des postulats qu'il faut vérifier avant de s'assurer que le modèle est correct. En l'occurrence, le caractère aléatoire de l'échantillon. On peut supposer que les observations sont indépendantes. La normalité, l'égalité des variances et la linéarité. Alors, ce sont les postulats les plus importants. Eh bien, on peut vérifier ces postulats en s'intéressant à la distribution des résidus. Étant entendu que lorsque deux variables sont distribuées normalement, on s'attend à ce que les résidus également soient distribués normalement, par exemple. Alors, on va aller chercher la distribution des résidus pour nous informer sur le respect ou non des postulats. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Analyse, Régression. En fait, on reprend la procédure et linéaire. Ensuite, on va cliquer sur Tracé. Généralement, on va placer sur l'axe Y les résidus et surtout les résidus standardisés. Donc, Z signifie que c'est des résidus en score Z. Donc, Z réside. Alors, on va placer ça sous l'axe Y. Et les scores prédits, aussi en score Z. Généralement, c'est ce qu'on prend. Alors, on va prendre les scores prédits en score Z sur l'axe X. Ensuite, on peut cliquer sur histogramme pour avoir une idée sur la dispersion des résidus, standardisés en particulier. Et on va cliquer sur OK. On a un nouveau tableau intitulé Statistiques des résidus qui présente un peu les statistiques descriptives des résidus. En l'occurrence, nous avons ici les résidus standardisés, donc les minimums et le maximum. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les résidus standardisés, on peut voir s'il y a des cas déviants ou pas. Autrement dit, s'il y a des cas qui s'écartent de notre modèle. Étant entendu que plus le nombre de cas déviants est important, plus le modèle est de qualité médiocre. Et effectivement, les résidus standardisés doivent se situer à l'intérieur de plus ou moins 3 écarts types pour pouvoir avancer qu'il y a absence de cas extrêmement déviants, ce qui est le cas ici. Ensuite, on va s'intéresser à l'histogramme qui effectivement nous présente la distribution des résidus standardisés. On a l'impression que les résidus suivent une distribution normale. Il va falloir confirmer cela en s'intéressant en particulier aux nuages de points de la relation entre les valeurs prédites standardisées et les résidus standardisés. Alors, on va comparer ce diagramme de dispersion avec les modèles que nous avons ici.
ici, on voit effectivement que les résidus se situent à plus ou moins 3 écarts types. On voit bien que la dispersion des résidus atteste du respect de nos 3 postulats. On a une distribution normale puisque les points sont répartis un peu aléatoirement autour du résidu 0, étant entendu qu'il n'y a pas de cas extrêmement déviant. Donc les points sont équitablement répartis au-dessus de 0 et en dessous de 0. Si le postulat de normalité n'était pas respecté, la plupart des points se situeraient au-dessus de la ligne 0 ou en dessous de la ligne 0. C'est ce qu'on observe ici, au niveau du modèle B. Alors, le postulat de linéarité est également respecté parce qu'effectivement, si il n'y avait pas de linéarité, on verrait une forme curvilinéaire. Et donc ici, encore une fois, les points sont répartis un peu aléatoirement et donc il n'y a pas de forme linéaire visible ici. Alors, on peut bien voir le modèle C qui illustre effectivement le non-respect du postulat de linéarité. Et bien finalement, l'homogénéité des variances est respectée puisque verticalement, on a pratiquement les mêmes variances. En l'occurrence, on peut voir un exemple d'un modèle illustrant une non-homogénéité. Il semble que les 3 postulats soient respectés par rapport à la relation entre le nombre d'années de scolarité du père et le nombre d'années de scolarité de la maman. On peut avoir confiance à notre modèle de régression. Et donc, toutes les analyses qu'on vient de faire sont valides, en quelque sorte, puisque nous venons de respecter en particulier les 3 postulats.